y a 20 ans maintenant que le Tour de France ne s'était pas arrêté à Blois pour une étape à l'époque de contre-la-montre par équipe. Blois, où quelques années auparavant, en 1999, Marco Cipollini avait battu le record de rapidité de vitesse pour une étape, dépassant pour la première fois les 50 km/h pour une seule étape, sur l'ensemble de l'étape. Et le thème annuel des rendez-vous de l'histoire étant d'interroger la France, de poser la question de la France, il n'était pas envisageable pour la SFHS, la Société française d'histoire du sport, qui organise cette table ronde, de ne pas penser, de ne pas réfléchir à ce Tour de France, d'oublier ce Tour de France, parce que, disons-le sans détour, je vais arrêter les jeux de mots très rapidement, on a tous quelque chose en nous du Tour de France. J'arrête. Cette compétition, c'est la 3e compétition sportive la plus suivie au monde, juste derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football masculine. Mais celle-ci, elle a lieu tous les ans, contrairement aux 2 autres qui n'ont lieu que tous les 4 ans. Le Tour, c'est la France qui se montre ainsi au monde chaque année. C'est un récit national qui se joue à la force des mollets. C'est une France qui se raconte, parfois par ses coureurs, bien sûr par ses paysages, mais aussi par ses enthousiasmes populaires, tous les jours renouvelés le long des routes, le long des étapes. Et cet enthousiasme populaire, ce peut bien sûr être le lieu d'expression privilégié d'un attachement heureux au pays, mais le Tour de France peut aussi s'avérer, lorsqu'il est ponctué par des commentaires au vinaigre toujours plus bruns, peut donc s'avérer être l'occasion des discours les plus rances sur la nation. On va donc, pendant cette table ronde, arrêter un peu la caravane, une caravane aux couleurs du Ricard dont on a, avouons-le, abusé déjà ce midi. Et je vous propose de faire ensemble le tour du tour. Pour cela, je laisserai la parole successivement à mes amis et mes camarades, mes aidants, que je m'empresse de présenter. Immédiatement à côté de moi, Karine Bretin, qui est maître de conférence HDR à l'Université Bourgogne-Europe et qui travaille de façon privilégiée sur l'histoire des loisirs dans les mondes populaires et sur la représentation médiatique du sport, des sports. À ma gauche, Olivier Chauveau, professeur des universités à l'Université d'Artois, grand spécialiste de l'histoire du football et en particulier des violences dans le cadre sportif. Et les deux viennent de co-diriger le dernier numéro de Territoire contemporain consacré au miroir du football. Un peu plus éloigné, en périphérie du territoire, Yvan Gastaut, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice, spécialiste de l'histoire de l'immigration et auteur de nombreux ouvrages dont la direction avec Philippe Tétard et Didier Ray de l'ouvrage Les champions dits de couleur paru aux presses universitaires de Rennes, qu'il aura le plaisir ce week-end de signer sur le stand des presses universitaires. Merci, Monsieur le Président. Mais avec plaisir. Et à mon extrême gauche, Michael Attali, professeur des universités à Rennes, spécialiste de l'histoire des sports et de l'éducation physique et sportive, qui est l'auteur d'une histoire du Racing Club de France, en particulier, mais également le directeur de 2 ouvrages consacrés au sport olympique, l'un consacré au sport olympique d'été, l'histoire globale des sports olympiques d'été, qui a été publié il y a quelques mois à l'occasion, bien sûr, des Jeux de Paris, et un autre qui va bientôt paraître sur les Jeux olympiques d'hiver, une histoire globale des Jeux olympiques d'hiver à paraître. Mesdames, messieurs, Ansel, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai cru comprendre que c'est moi qui ouvrais le bal. Une dizaine de minutes, puisque tout le monde est venu pour entendre Yvan Gastaut parler d'Ivan Poulidor. Enfin, d'Ivan Poulidor. Raymond Poulidor, voilà. Voilà, les gens sont venus pour ça, donc je vais être assez rapide. Et je vais l'être d'autant plus que François Darrocha a tout dit, comme d'habitude, dans son propos introductif, donc je vois pas très bien ce qu'on pourrait rajouter.
au-delà du fait que je dois rétablir une vérité historique. On a bu un Ricard et c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas non plus de quoi en faire un plat. Bon, plus sérieusement, alors dans la distribution effectivement du temps de parole et puis en respectant cette fois-ci complètement le temps imparti et puis en étant sérieux, je suis chargé de vous parler des tracés du Tour de France. Alors évidemment, ça va être fait de manière assez rapide compte tenu du temps imparti. Je fais l'impasse sur les considérations bibliographiques et historiographiques parce que c'est pas le lieu simplement. Et François l'a rappelé dans son propos liminaire, c'est vrai que l'histoire du cyclisme, l'histoire du Tour de France fait l'objet depuis une vingtaine d'années de travaux universitaires un peu stabilisés. Donc il y a des thèses qui ont été soutenues sur cette question-là, y compris une thèse très récente en 2003. Et il y a tout un ensemble d'ouvrages dont je fais l'économie de la lecture qui parlent de cette question du Tour de France. Parmi la dizaine d'ouvrages et d'articles qui effectivement abordent cette question, je m'arrête juste sur un article, enfin une contribution qui est celle de Georges Vigarello, que vous connaissez, j'imagine, les uns et les autres dans les lieux de mémoire, et c'est l'occasion de rendre hommage bien évidemment à Pierre Nora, parce que je pense que ce sera l'un des fils conducteurs, je ne vais pas dire fil rouge au regard de son appartenance politique, mais en tout cas fil conducteur de ces rendez-vous de l'histoire. Donc Georges Vigarello a écrit il y a très très longtemps un bel article dans les lieux de mémoire, et finalement en préparant la communication et en relisant l'article de Georges Vigarello, je me suis dit que j'aurais très bien pu finalement vous en donner des copies parce que là aussi tout a été dit. Alors ce qui est intéressant dans l'article de Georges, c'est que il met véritablement en scène cette idée d'un Tour de France qui constitue un véritable lieu de mémoire. Évidemment, c'était la commande initiale, et montre bien, et c'est ce qu'on va essayer de faire de manière bien modeste tous les cinq, montrer que la grande boucle contribue et participe à la fabrication des imaginaires collectifs autour de ces éditions successives, et renvoie, et c'est ce que François disait à l'instant, renvoie à une certaine idée de la France, pour reprendre là aussi une expression bien connue. Et cette idée de la France, c'est bien évidemment son histoire, sa géographie et des aspects mémoriels et patrimoniaux. On aura l'occasion, et c'est Karen qui le fera, de nous focaliser sur la manière dont un titre de presse qui s'appelle Miroir du cyclisme a plus particulièrement rendu compte de cet imaginaire collectif, alors avec évidemment un prisme qui est particulier, parce que ça, François l'a pas dit, depuis 4 ans maintenant, on travaille, en tout cas tous les 4, sur l'analyse du corpus de Miroir du cyclisme, et on termine, j'allais dire, le cycle de nos travaux, donc ça nous donne un petit peu de légitimité à en parler devant vous, mais Karen complétera bien évidemment. Alors, pourquoi il y a un intérêt à se questionner sur les tracés du Tour de France? Première question un peu simple. Quand on regarde finalement chaque année l'actualité, on se rend compte que le groupe Amaury, donc Amaury Sport Organisation, qui est le patron entre guillemets du Tour, présente à chaque fois un tracé particulier qui est l'objet de discussions entre spécialistes ou de discussions un peu jésuitiques. C'est-à-dire que, première question, on s'interroge sur le sens du tracé. Est-ce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou est-ce qu'on tourne dans le sens inverse? Gros débat. On se demande si le tracé n'est pas préconstruit, préfabriqué pour assurer la victoire de tel ou tel champion ou du vainqueur de l'année précédente. On s'interroge toujours, alors moi ça me surprend, moi je suis pas du tout spécialiste du cyclisme, je vous le dis tout de suite, on s'interroge toujours sur l'ordre de passage. Est-ce que ce sont d'abord les Alpes, après les Pyrénées, ou le contraire, et quels vont être les enjeux, si tant est qu'il y en ait, autour de cet ordre de passage? Et là aussi, et ça fait l'objet de longs débats, on se demande pourquoi telle région,
telle ville, tel département a été privilégié ou au contraire oublié. Alors, drame national quand le Tour de France ne passe pas par la Bretagne, terre de cyclisme. Interrogation quand il passe dans une petite ville qui est complètement inconnue, mais dont les édiles ont finalement payé le prix fort pour que la ville soit reconnue ville-étape. Donc, il y a toujours, chaque année, une sorte de marronnier sportif et qui vient interroger la pertinence des tracés du Tour. Alors, ces interrogations, elles sont pas contemporaines. Elles sont pas contemporaines et justement dans les 10 minutes qui me restent, non, mais je sais qu'il me surveille comme le lait sur le feu. Ces interrogations, on peut les retrouver dans, j'allais dire, les deux grandes périodes de l'histoire du Tour, c'est-à-dire la période qui va du début de l'organisation du Tour jusque l'après Seconde Guerre mondiale, donc 1903-1947, et puis on verra ça également pour le second XXe siècle. Alors au départ, et je vais reprendre finalement les trois sous-titres proposés dans le diaporama, donc pédagogie de la France, géographie de la France, lecture des moments clés de l'histoire de France. Au départ, les tracés du Tour reprennent le projet initial d'Henri Desgranges. Henri Desgranges, c'est le père fondateur du Tour de France, et son idée, et on le voit bien à travers la petite carte que vous avez en projection, c'est de constituer par le Tour, je cite, un anneau qui enserre complètement la France, à l'image finalement d'autres tours circulaires. Alors comme on est au rendez-vous de l'histoire de Blois et comme on est tous et toutes des historiens, je suis obligé de faire un détour par là, les tours monarchiques, les tours de France par exemple des compagnons du Tour de France. Et là il y a vraiment une très forte analogie entre ces compagnons du Tour de France et puis les cyclistes. Karen en parlera, mais il y a toute une exaltation à l'époque de l'effort physique, de la modernité, de la révolution des techniques appliquées ici à la vélocipédie. Et l'autre tour auquel renvoie le Tour de France, c'est l'ouvrage de 1877, le Tour de France de 2 enfants. Bon, j'ai pas le temps et c'est pas la peine de développer quel était le sujet, mais c'était bien de favoriser, j'allais dire, cet apprentissage de la France et cet apprentissage de la nation par Tour de France interposé. Et donc, toute proportion gardée, eh bien le Tour de France s'inscrit dans cette même veine, avec une priorité, ou en tout cas une inclination qui est de l'ordre de la géographie et du folklore. Pour reprendre une phrase d'Henri Desgranges, c'est aussi l'occasion, le Tour doit être l'occasion, je cite, de contempler les merveilles dont la nature a entouré la France. Vous voyez, donc on est dans cette double représentation-là, diffusée par une épreuve sportive nouvelle, les valeurs d'une France moderne, les valeurs d'une France industrielle, et permettre cette pédagogie du territoire, cette appropriation du territoire par les Français, en tout cas à travers les étapes et les villes qui vont être parcourues par le tracé. Il y a Georges Vigarello, j'en parlais tout à l'heure, qui a dit une chose très juste, très vraie, très simple, comme il sait le faire, mais je veux dire une phrase lapidaire qui dit tout. Il dit « Le Tour de France, c'est le Tour de la France ». Bon, ben voilà, merci beaucoup. Donc, on en a terminé, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire le Tour de France, l'épreuve cycliste, eh bien, c'est le Tour de la France dans toutes les acceptions et les considérations du terme. C'est l'occasion d'en découvrir la géographie, notamment les montagnes, les étapes des 1907 qui passent par le Ballon d'Alsace, les Pyrénées à partir de 1910, et c'est aussi l'occasion d'inscrire les tracés du Tour dans l'histoire de la France avec, vous connaissez l'expression, ce fameux chemin de ronde qui passe par l'Alsace-Moselle, des départements qui ont été annexés après la guerre de 1870, et les incursions en territoire allemand qui sont interdites en 1911, eh bien, sont l'occasion effectivement de raviver le sentiment national. Donc c'est aussi le moyen d'exalter certaines formes de chauvinisme sportif, qu'on retrouvera, alors j'ai pas le temps de développer, mais en fonction là aussi de la composition des équipes, puisque en 1930 les équipes de marque disparaissent. C'était des marques de cycle qui permettaient de constituer les équipes, avec des équipes nationales, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie,
et ça renvoie là aussi à une autre forme d'imaginaire national. Je vous ai mis une affiche pour faire la transition avec la deuxième diapo sur le circuit de France organisé par la France socialiste. Alors soyez pas abusés par le terme, hein, la France socialiste, c'est un titre de la presse collaborationniste, journal collabo pendant la France de Vichy. Et je m'arrête, je fais un petit focus sur la France de Vichy parce que pendant la période effectivement pendant les années noires, eh bien la popularité du Tour de France va inciter les autorités allemandes à demander aux autorités de Vichy d'organiser un ersatz de Tours. Et devant le refus de Jacques Godet, eh bien c'est ce journal La France socialiste qui organisera un circuit de France en septembre-octobre 1942, et il faudra attendre 1947 pour que le Tour reprenne, j'allais dire, sa vocation initiale. Alors, dans une deuxième et dernière partie, donc nouvelle identité de la France. Bon, là, le titre, il est facile. Depuis les années 50, vous avez bien vu que depuis, j'allais dire, une cinquantaine d'années, le Tour de France, ou en tout cas les tracés du Tour, n'épousent plus les contours du territoire. On est dans une autre logique, on est dans une autre configuration. Alors, pour des raisons qui sont assez simples, sont d'abord des impératifs médiatiques. À partir du moment où on retransmet en différé puis en direct les étapes, alors sont les grandes heures de l'ORTF, eh bien, il faut rendre le spectacle, il faut rendre le Tour beaucoup plus spectaculaire, et ça explique que les étapes de montagne soient désormais des étapes récurrentes. On pense à l'ascension du Mont Ventoux, alors avec là aussi toujours ces discussions, pourquoi on n'y est pas allé cette année, pourquoi on y repasse, etc. L'Alpe d'Huez à partir de 1952, qui correspond d'ailleurs à l'inauguration de la station comme station de sport d'hiver. Donc, impératifs qui sont des impératifs médiatiques et qui se conjuguent à d'autres impératifs qui sont des impératifs économiques. Le retour des équipes de marque en 1960 eh bien, impose effectivement des objectifs de rentabilité économique. J'ai parlé du groupe Amaury dans l'introduction, c'est ce qui justifie la création en 1973 de la société d'exploitation du Tour de France, parce que le Tour doit être rentable. Donc le tracé, il est désormais lié à des considérations qui sont des considérations sportives, mais aussi et surtout des considérations économiques. Il faut, pour faire un jeu de mots aussi calamiteux que celui de mon collègue, il faut changer de braquet, d'accord? Et c'est ce qu'on fait à partir des années 60 avec, j'allais dire, des tracés qui, j'allais dire, se définissent ou se déterminent à partir d'un certain nombre de considérations économiques. Il y a des travaux qui ont bien montré l'analogie entre les tracés du Tour et puis le développement du tourisme de masse. Je parlais des stations de sport d'hiver, par exemple les stations balnéaires de la côte atlantique. Merlin-Plage, qui a été un sponsor dans les années 70 du Tour, faisait en sorte que le Tour passe par des stations balnéaires où justement il avait construit un certain nombre d'immeubles dont les qualités architecturales sont assez douteuses. Donc, mise en place de considérations économiques, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les villes qui désormais paient un droit d'entrée pour accueillir soit l'arrivée du Tour, soit le départ, et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Je crois que le ticket d'entrée se situe entre 150 et 300 000 euros. Cette mise en concurrence, eh bien, se traduit, je termine, Président, se traduit par un morcellement du tracé des Tours, enfin du tracé du Tour. Alors j'ai mis un exemple avec le tracé de 1976 qui mécontente les coureurs. C'est-à-dire que les longs transferts, les déplacements en voiture, quelquefois en avion, en train, bon maintenant en TGV, j'allais dire, a entraîné une grève spontanée des coureurs en 1978 parce que, considérant que les impératifs économiques l'emportaient sur des considérations purement sportives, et le tracé qui est celui, alors vous le voyez avec la carte qui est située à droite, les tracés aujourd'hui, eh bien, donnent à voir une France de la modernité. Je termine en interrogeant justement cette France de la modernité et en faisant référence à la manière
dont la question des lieux de mémoire, qui était effectivement une question récurrente pour le premier XXe siècle, est aujourd'hui traitée et aujourd'hui mise en scène. Alors, on voit très bien dans les tracés des passages obligés. Il y a une stèle, par exemple, qui est érigée au Ballon d'Alsace, qui est saluée par les coureurs en 1907. En haut du Galibier, il y a une tour de pierre qui salue la mémoire d'Henri Desgranges. Il y a évidemment la plaque commémorative qui est située sur le mont Ventoux, là où décède Simpson en 1967, en juillet 1967. Donc cette dimension patrimoniale, elle continue à exister, mais et là je vais pouvoir dire un peu de mal de Franck Ferrand, hein, je m'excuse pour ceux qui en sont des adeptes, ça renvoie, et c'est ce que tu disais, la manière dont on réécrit, le mot est pesé, dont on réécrit l'histoire de France à travers la mise en scène effectivement du roman national, pose en tout cas chez les historiens un certain nombre de questions. C'est-à-dire que là, il suffit, amusez-vous à le faire, d'écouter la manière dont la France des campagnes, alors Karen en parlera, mais pour les années 60, la France, la vraie France, vous connaissez le sens funeste de l'expression, est mis en scène. C'est, j'allais dire, assez troublant. Il y a cette veine folkloriste, cette veine régionaliste. Quand on voit, par exemple, que les caméras de France Télévisions passent un temps infini à filmer des abbayes, des châteaux et puis des églises, pourquoi pas? Mais il y a une sorte d'effet, j'allais dire, de cristallisation là qui est assez étonnante. D'autant que, alors je termine en parlant, en citant l'Europe. On voit bien que, ouais, ça va pas du tout. Bon, ça va pas du tout. Donc l'Europe, qu'est-ce que c'était? Simplement dire que c'était simplement pour attirer votre attention sur la plasticité, j'allais dire, des organisateurs du Tour et leur capacité à inclure depuis une trentaine d'années les tracés dans un espace européen. C'est-à-dire que le Tour de France reste en France, mais peut partir du Danemark, peut faire des incursions par les pays frontaliers et j'allais dire c'est aussi cette internationalisation ou cette européanisation du Tour qui traduit finalement l'internationalisation du peloton avec des équipes qui sont désormais des équipes internationales. Pardon, Président. Oui, c'est parfait ou presque. Alors justement, sortons du Danemark et revenons à la ruralité avec Karen et la Bretagne en particulier. Entre autres. Merci François. Alors effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit par Olivier Chauveau, mais peut-être aussi en faisant un petit pas de côté, vous le verrez, je vais essayer de commenter avec vous la place qui est faite au territoire, aux régions, dans le magazine Miroir du cyclisme qui a été évoqué, donc magazine spécialisé de la sphère communiste qui paraît entre 1961 et 1994, pardon. Alors effectivement, on a dans ce magazine une attention soutenue pour la France des régions et en particulier pour la ruralité, les campagnes, la France des paysans, plus que celle des châteaux et des abbayes. Donc nous n'allons pas nous contredire. Effectivement, la merveille qui est célébrée par Miroir du cyclisme, c'est la France des campagnes. Alors, à l'occasion des commentaires du Tour de France, je dirais pas tant que ça. Les textes qui nous ont le plus intéressés quand on s'est intéressé, quand on a envisagé ce sujet, ce sont justement pas les comptes rendus des étapes du Tour de France. Alors ça, c'est probablement dû à la périodicité du titre dont nous parlons. Miroir du cyclisme est un magazine mensuel et doit évidemment résoudre cette difficulté de rapporter un mois après, ou quelques jours après en tout cas son épilogue, une compétition qui se vit au jour le jour. Donc le choix qui est fait par le magazine, en tout cas tout au long des années 60 et 70, est de publier, dans le numéro évidemment qui suit l'arrivée du Tour de France, un dossier qui est composé d'autant d'articles qu'il y a eu d'étapes. Chacun de ces articles semblant, et à mon avis étant écrits le jour même par les différents envoyés spéciaux du titre, et sans doute pas repris, ce qui permet à la lecture des textes
finalement, de voir de revoir l'histoire du Tour en train de s'écrire. Mais ça, c'est un autre sujet qui concerne l'histoire de la presse magazine et de son rapport à l'événement et l'invention de nouvelles écritures, en l'occurrence ici, de nouvelles écritures du sport. Donc finalement, les textes auxquels je me suis intéressée pour parler de cette ruralité dans le miroir du vélo peuvent se classer en 3 catégories. Il y en aurait sans doute d'autres. La première catégorie d'articles sont des développements récurrents sur les régions comme berceau, pépinière à champions. Voilà. Le deuxième type de texte que nous avons étudié sont des commentaires liés à des courses complètement secondaires qui se déroulent la plupart du temps donc dans ces espaces ruraux et qui bénéficient dans Miroir du cyclisme d'une vraie attention, de longs commentaires, à la différence, même si toutes les comparaisons n'ont pas encore été menées, mais à la différence très probablement des titres qui sont alors les concurrents de Miroir du cyclisme. Enfin, troisième catégorie de textes, et je vais revenir sur ces 3 ensembles brièvement ensuite, ce sont des propos plus éclectiques qui concernent la mise en scène des champions, des grands champions parfois, en dehors des moments de compétition, justement. Alors ça, c'est un procédé, c'est un invariant de l'histoire de la presse sportive. Mettre en scène le champion dans sa vie ordinaire, c'est probablement ce qui en fait un champion et ce qui fait sa popularité aussi, en plus des exploits aux yeux du public, mais mettre en scène les champions d'extraction rurale quand ils rentrent chez eux, à la ferme, et qu'ils y retrouvent dans la ferme leurs parents, leur famille, mais aussi les cultures, les bêtes, etc. Donc, pour revenir un tout petit peu plus et donner un exemple plus concret de ce qui s'écrit véritablement dans le titre dont je vous parle, un texte que j'ai choisi, publié en juin 1975, il n'a rien de différent des autres, au contraire, il est assez significatif de tous ces textes sur les pépinières à champions. Et l'une de ces pépinières, c'est effectivement la Bretagne. Alors, pour évoquer la Bretagne, le choix qui est fait par un journaliste qui s'appelle Gilles Delamarre, qui est un ancien de Miroir Sprint, qui deviendra rédacteur en chef cette même année, finalement, en 1975, en même temps que Claude Parmentier, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Gilles Delamarre choisit de s'entretenir avec Fernand Picot et Jean Guinche, 2 figures du cyclisme breton, qui sont en 1975 retirés de la compétition, et d'imaginer et de retranscrire un dialogue. Ils sont 3 à discuter vélo. Et à l'occasion de ce texte, finalement, on se rend compte d'accents très nostalgiques dans le discours de ce magazine communiste. Les 3 hommes sont d'accord pour considérer qu'il n'y a plus de coureurs bretons. Où sont-ils donc? Le cyclisme breton n'est plus aussi florissant, etc. Donc, on est vraiment sur ce registre de commentaires. C'est l'occasion donc de se souvenir des qualités des coureurs bretons d'antan, puisqu'ils n'existent plus, qui puisaient des capacités exceptionnelles, un goût de l'effort, etc., justement dans l'expérience quotidienne d'une certaine dureté, cette vie difficile jetant les bases par ailleurs d'une solidarité à toute épreuve et de rapports amicaux, sans notion de domination au sein des équipes sportives. Donc je renvoie là au 3e extrait. Nous formions une bande de copains. Il n'y avait pas de leader. Chacun pouvait prendre la liberté d'aller devant. Et finalement, nos 3 compères déplorent les évolutions du cyclisme de 1975 et du monde plus généralement. Ils nous parlent effectivement d'un monde disparu ou en train de disparaître en mobilisant donc les imaginaires du travail, des travailleurs, dans ces espaces ruraux. Un autre exemple, je poursuis avec, comme je le disais, l'évocation de courses secondaires qui sont autant d'occasions de célébrer les campagnes et la ruralité et leurs habitants, j'insiste, parce que c'est vraiment quelque chose qui forme un ensemble. Ici, un texte de 93, donc finalement beaucoup plus récent, peu de temps après la fin de ce magazine qui cessera de paraître en 94. Ici, il s'agit des boucles de l'Aulne. Alors, à l'époque, cette course s'appelle le circuit de l'Aulne, mais aujourd'hui, elle s'appelle les boucles de l'Aulne. Alors, peut-être que certains amateurs de cyclisme connaissent cette course d'un jour qui a lieu à Châteaulin, dans le Finistère, depuis les années 30 et qui se court comme un critérium après le championnat du monde. Que dit-on de cette course? Encore une fois, si on va voir jusqu'au cœur des textes, et
Nous avons même été aidés en cela par des linguistes, même si l'analyse qui est faite ici ne s'appuie pas du tout sur leur méthodologie. Mais cette course est inscrite dans un cadre magnifique, bien sûr, qu'on le souligne. Les tribunes s'étagent à flanc de coteau, à même le schiste, face à l'Aune, qui regorge de saumon et de civelles. Bon, le cadre est magnifique. Cette course est aussi chargée d'histoire. Difficile de dater avec précision la première édition, mais une chose est certaine, c'est Bobet qui lui donna son envol. Cette course est aussi populaire, et c'est vraiment l'extrait qui me semble le plus savoureux et sans doute le plus significatif des contenus du magazine. On raconte que la clientèle du circuit de l'Aulne est rurale, que l'épreuve marque la fin des moissons et que c'est un peu comme la récréation tant attendue pour le monde agricole qui a travaillé et qui s'arrête pour débarquer en force à Châteaulin, depuis la Cornouaille, le Morbihan, le Finistère Nord et même d'Ille-et-Vilaine. Et enfin, évidemment, c'est une course au budget modeste et aux finances saines. Les Châteaulinois sont des gens qui savent recevoir et les finances sont saines, même si les coffres ne regorgent pas d'or. Voilà ce que l'on dit de cette course et de quelques autres dont j'aurais pu parler. Troisième ensemble de textes qui ont retenu notre attention. Alors, je vous le disais, celui-ci est un peu plus éclectique. Il met en scène donc ces cyclistes issus de la campagne quand ils reviennent à la terre, ou plus exactement, pour certains qui ne l'ont jamais quitté. C'est le cas de Pierre Bernet, qui est évoqué, donc champion de France 70, qui est évoqué, que vous voyez ici à gauche sur la diapo. Et dans le texte, ce coureur explique qu'il a dû finalement préférer le cyclocross au vélo sur route, qu'il affectionne pourtant par-dessus tout, qui avait sa préférence, mais parce que d'avril à septembre, il n'a tout simplement pas le temps de courir en même temps que de s'occuper de sa ferme de 35 hectares. Donc voilà, on voit vraiment un sportif qui pose le problème, qui s'est présenté à lui et le choix qu'il a dû faire, contraint et forcé, de s'occuper de ses terres. Vous avez dans la partie droite le controversé Francesco Moser, qui régulièrement, entre ses titres et ses conquêtes, vient se ressourcer à la campagne et manger évidemment la soupe de la mamma dans son petit village du Trentino. Un exemple qui, ici, permet une petite incursion en dehors de l'Hexagone, bien sûr, en Italie. Et puis, troisième catégorie de ces hommes de la campagne, les gentlemen farmers, qui reviennent à la terre après le vélo, qui reviennent aux sources. Le meilleur exemple, c'est Jacques Anquetil, bien sûr, qui est photographié après sa retraite sportive, régnant sur ses terres, attentif au bien-être des animaux, soucieux d'une vache malade, d'une petite chèvre égarée, etc. etc. Le magazine va très loin dans le récit de la nouvelle vie de Jacques Anquetil. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, François? Voilà, la dernière catégorie de textes dont je parlais inclut aussi François Mahé, auquel justement un long portrait est consacré en août 75. Et dans cet article, on voit bien finalement la fusion de deux portraits, le portrait du paysan, de l'homme de la terre, et du champion. Et le fait que ce champion soit d'extraction rurale fait de lui un champion pas comme les autres. C'est effectivement un champion sans palmarès. Pour laisser un beau souvenir, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir réussi l'exploit. Donc, on a vraiment une contribution particulière à la construction du champion sportif par le magazine Miroir du cyclisme, qui nous explique que si François Mahé est un champion, s'il est populaire, c'est parce qu'il a des qualités humaines, bien entendu, qui dépassent un palmarès fourni qui, dans le cas présent, lui échappe. C'est aussi un jeune homme du Morbihan qui roule pour le plaisir. 15 années de professionnalisme n'ont pas pu ternir le souvenir ébloui du jeune paysan quittant la ferme de ses parents et qui découvrait autre chose qui s'appelait le plaisir, chevauchant sa bicyclette. Et enfin, c'est un travailleur, un simple travailleur. Il explique qu'il a toujours manqué d'ambition, mais que par contre, pour un autre, pour un leader qui roulait plus vite que lui, il aurait pu travailler plus que pour lui-même. Et donc, il ne fut jamais un patron, avec les guillemets dans le texte. Il n'avait pas l'esprit dominateur, mais en contrepartie, il n'eut jamais d'ennemis dans le peloton. Et on comprend que c'est évidemment là que se situe l'essentiel. Donc, je pense que la transition est faite vers la communication la plus attendue, celle qui concerne le magnifique
Poupou, Ah bah écoutez, par oui. le nom moins magnifique, Yvon. Merci. On va passer par le président, non? Ou je parle directement, non? On peut y aller directement. Pardon. Écoutez, merci, merci Karen. Effectivement, on s'est pas tellement concerté, mais Ça va bien. Hein. ça va bien. Ouais, ouais, il y a des liens avec. Alors, Poupou n'est pas breton. Il aurait pu. Hein, Voilà. Alors, on s'est posé la question dans l'organisation très très structurée de cette table ronde de savoir de prendre un champion cycliste qui pourrait incarner la France. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, chaud public, chaleureux public. Hein, est-ce que vous pensez que Raymond Poulidor est celui... J'ai pas eu beaucoup d'opposants. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui... Alors, il y a bien Bernard Hinault. Hein, il y a peut-être René Vietto dans ma région, parce que dans le sud-est, c'était une grande figure. Il y a peut-être Richard Virenque. Il y a peut-être Jacques Anquetil, bien sûr, voilà. Mais je crois que Raymond Poulidor remporte très largement le suffrage, et c'est pour ça que je vais vous présenter, enfin je vais essayer de réfléchir avec vous, et mes collègues également, à cette question, finalement, pourquoi Raymond Poulidor est-il devenu et resté un héros français? Pourquoi rester? Parce que regardez, voilà, cette une de l'équipe, lorsqu'il décède, en 2019, eh bien voilà, Poupou. Alors, je ne sais pas si Poupou, ça vous dit quelque chose. Peut-être il y a des jeunes générations ici. Peut-être Raymond Poulidor a aussi perduré parce que, comme tu l'as dit, il a aussi été consultant sur France Télévisions. Donc, on l'a jamais véritablement oublié. Et à mon sens, il fait partie de ces champions qui arrivent à transcender les générations. On verra si dans 20, 30, 40, 50 ans, on parlera encore de Poupou. Mais en tout cas, ma génération, et peut-être la génération avant moi, a été fortement marquée, y compris quand on n'était pas un amateur de cyclisme fervent, que Poupou était dans nos chaumières. Hein, il était dans notre réalité. Et pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était aussi une forme de perdant magnifique, même s'il n'a pas que perdu. Hein. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter ça en un bref moment, sous l'œil acéré de mon président. Hein. Et d'abord, je crois que... Alors, effectivement, j'ai travaillé sur Raymond Poulidor aussi par rapport à Miroir du cyclisme. Et vous allez voir, c'est une question qui est très importante, parce que une des clés de compréhension, mais je suis un peu sorti de Miroir du cyclisme, tu m'en excuseras Karen et Olivier m'en excuserai, mais c'est que quelque part, une des premières raisons, c'est qu'il fait consensus politique. Et c'est que quelque part, Raymond Poulidor est investi par le Miroir du cyclisme. Alors en plus, il y a une concomitance heureuse, c'est que Miroir du cyclisme, tu l'as rappelé, commence ses publications en 1961. Eh bien, la carrière de Raymond Poulidor commence aussi en 1961. Donc c'est une sorte de figure rêvée qui va incarner ce que tu as déjà évoqué. Mais au-delà de ça, Raymond Poulidor, c'est aussi une figure du gaullisme. Raymond Poulidor, c'est finalement une figure transpolitique. Elle aurait peut-être besoin aujourd'hui d'être réactivée, hein, je ne sais pas, mais voilà. Peut-être. Poupou Premier ministre, pourquoi pas. Une sorte d'épure comme ça. Hein, voilà. Alors, sachez, ce qui m'intéresse aussi, je crois que ce qui m'intéresse aussi, je vais essayer de réfléchir avec vous, parce que, évidemment, il y a peut-être des choses qui vous sembleront enfoncer des portes ouvertes, mais en même temps, il y a une évolution, me semble-t-il, dans la mythologie de Raymond Poulidor. Et ça, je crois que c'est un élément, enfin, en travaillant là-dessus, je fais une hypothèse, je vais vous la livrer, qui me semble, enfin, en tout cas, qui permet de réfléchir à la manière dont les mythologies évoluent. La première, peut-être, c'est de considérer que ce nom Poupou, eh bien, c'est un communiste qui l'a inventé d'une certaine manière, qu'il a créé. C'est un concept journalistique. Hein. Émile Besson, qui était un journaliste à l'Humanité, mais qui avait aussi publié dans Miroir du cyclisme et aussi dans la presse locale. Et la première occurrence de Poupou, c'est Vas-y Poupou. Pour le Tour de France 1962, hein, dans l'Écho du Centre, justement, ciblé, hein, où ce journaliste avait investi Poulidor, il l'a investi pendant toute sa carrière comme étant son héros. Et Poulidor, c'est un héros ROS et héros RAUT, d'une certaine manière. Hein. Et Émile Besson est le journaliste qui va constamment accompagner... Vous voyez, par exemple, dans le football, dans d'autres sports, on a des journalistes qui deviennent des fans. Je pense à Didier Roustan, qui était fan de Maradona, par exemple. Hein, vous voyez. Et donc, il y a des journalistes qui sont des promoteurs
de la manière dont certains athlètes vont devenir des artistes et donc sont aussi des canaux d'héroïsation, me semble-t-il. Ça, c'est un élément. Peut-être tu peux avancer ce diaporama qui sera peut-être un peu débridé, mais et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la carrière de Raymond Poulidor, c'est d'essayer de réfléchir à la mythologie qui se crée. D'ailleurs, il a pas raté Miroir du cyclisme, mais il a raté Roland Barthes. Parce que tout à l'heure, Olivier, à juste titre, a parlé des lieux de mémoire. Mais les mythologies de Roland Barthes évoquent le Tour de France, mais ne peuvent pas évoquer Poulidor parce que c'est publié en 1957. Donc, peut-être que Roland Barthes est un peu regretté de ne pas avoir écrit un peu plus tard ces mythologies. Mais parmi les 53 récits des mythologies, vous en avez un certain nombre sur le sport, je ne sais pas combien, mais vous avez le Tour de France comme épopée. Hein, donc la notion d'épopée. Alors, si vous voulez, il arrive un peu là-dedans, Poulidor. Il arrive déjà, le mythe est déjà un peu prêt, puisque ces mythologies ont été ciblées par Roland Barthes à cette époque-là. Alors, effectivement, il me semble que le mythe Poulidor donc, commence dès le début de sa carrière, puisque Vas-y Poupou, c'est 62, il commence sa carrière en 61, et il a comment, je voudrais simplement vous donner deux éléments de palmarès quand même. Hein. Je sais que certains sont des férus et peut-être qu'ils me reprendront sur le palmarès, mais moi j'ai noté 189 victoires, donc c'est pas tellement un perdant Poulidor hein, déjà. Dont 7 étapes du Tour de France. Alors bien sûr son drame, mais à la fin de sa carrière il a dit c'était pas un drame. Il n'a jamais remporté le Tour. On aurait tellement aimé qu'il le remportât. Hein. Il a remporté le Tour d'Espagne en 1964, de Paris-Nice quand même. C'est une compétition importante. Hein. Mais, et c'est là où c'est important, il a été 5 fois 3e du Tour de France et 3 fois 2e. Mais si je vous donne les dates de ces places, par exemple, 62, il est 3e en 1962, 66, 69, 72 et 76, à l'âge de 40 ans. Alors aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo qui a 40 ans et qui joue au Qatar, mais là, 40 ans plus tôt, on a un Poulidor qui est encore en 1976, alors qu'Anquetil a déjà raccroché depuis longtemps, il est 3e du Tour de France. Donc c'est une performance qui retient l'attention et la mythologie on va en parler, hein, de la défaite est une mythologie qu'il faut peut-être réviser. On va le voir dans ce cadre. Alors en quoi Raymond Poulidor incarne-t-il? Voilà. Alors ça c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec Karen. Hein. On a vu Anquetil avec la biquette et là on voit Raymond Poulidor se faire masser les reins par sa maman. Hein. Alors effectivement, hein, il me semble que pour être champion et pour être un héros, un champion adoubé et être un héros de la société française des années 60 et 70, il faut avoir des origines rurales. Et tu l'as dit, Karen, on le confirme avec Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, c'est quelqu'un qui est né de parents métayers. Son père est mort pendant qu'il était en succès en 1970, mais sa mère va largement survivre en 1996. Et il n'est pas rare dans la presse de voir exactement ce qu'on voit pour les autres. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau. Hein. Poulidor, réconforté, aidé. Hein. Bon, il y a toujours le litron de vin pas loin. Il y a la cheminée. Il est en train de laver la 404 Peugeot. Donc vous voyez, vous avez une ambiance effectivement des années 60. Et ces origines rurales, sur lesquelles je n'insiste pas, hein, sont très largement valorisées par la presse, je dirais, tout comme d'autres, et en particulier le Miroir du cyclisme qui fait là un cas très spécifique. Hein. Alors oui, sorte de fils, de bon fils de famille. Hein. C'est le 5e garçon. La famille avait 5 garçons et c'est le plus jeune hein, de cette famille, avec d'ailleurs des frères qui ont eu une carrière cycliste mais beaucoup moins importante. Mais alors en quoi incarne-t-il dans cette France des années 60 et 70 60 et 70, c'est-à-dire la France de Gaulle, la France de Pompidou et la France de Giscard d'Estaing, parce qu'il arrête sa carrière le 31 décembre 1977. Et il arrête sa carrière avec un autre statut que ce qu'il avait en 61. Ça, c'est important. Alors, il me semble qu'effectivement, il incarne, alors, c'est une surinterprétation peut-être, mais il incarne ce que, je vais faire un peu je vais plaquer une recherche autour de ça, ce que le sociologue Henri Mandras a évoqué comme la seconde révolution française. C'est-à-dire les années tournantes des années 60 et 70, les années tournantes des années 60 et 70, qui ont transformé la société sur un plan sociologique. Et lui, alors, Mandras situe cette période, il a écrit ça en 90, mais il situe cette période entre 65 et 84, précisément. Bon, en 84, Poulidor a terminé sa carrière, et en fait, peut-être que Poulidor est un élément à prendre en compte dans cette seconde révolution française, parce que quelque part, et ça rejoint ce que tu disais, Karen, hein, il est marqué par ce qu'on pourrait appeler une sorte, consciemment ou pas, volontairement ou pas, je dirais même qu'il en est presque un peu l'objet,
une sorte de résistance aux Trente Glorieuses. Voilà. Une sorte de figure de la résistance aux Trente Glorieuses dans le contexte d'un Tour de France qui est au firmament de la popularité en France. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de système économique qui promeut ses vedettes, mais qui en même temps, comme tu l'as montré aussi, sont des figures de résistance au capitalisme. Tu peux peut-être un peu avancer. Et ce capitalisme débridé qui semble être issu de cette période. Et la carrière de Poulidor se situe dans ce cadre-là, avant la crise économique, je dirais. Hein. Alors oui, une France qui résiste au capitalisme dévastateur, ça va bien au Parti communiste de cette époque-là, mais ça va aussi au Parti socialiste, voire d'une certaine manière à certaines tendances de droite ou gaulliste. Un personnage aussi qui, par sa personnalité, a constamment capitalisé là-dessus. Il me semblerait qu'il y a deux aspects dans la figure de Poulidor qui se distinguent des autres. Son côté modeste, effectivement, qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Son côté humble. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui a arrêté au certificat d'études, mais qui respecte beaucoup l'autorité de l'institutrice ou de l'instituteur. Hein, et c'est surtout quelqu'un qui est stable. Il incarne la stabilité. Alors, est-ce que incarner la France, c'est incarner la stabilité? Je ne sais pas, mais il est stable déjà dans son ménage, ce qui n'est pas donné à tous les cyclistes, enfin en tout cas en surface. Hein, mais je crois que pour Poulidor, c'était vraiment une réalité. Il se marie avec sa femme en 61, sa femme Gisèle, avec laquelle il a eu 2 enfants, 2 filles, et c'est resté une relation stable. Paris Match a célébré leur mariage, hein, avec des images que vous pourrez voir sur le net qui sont tout à fait intéressantes. Voilà. Mais c'est surtout une stabilité au niveau sportif. Parce que Poulidor n'a connu que 2 directeurs sportifs, le célèbre Antonin Magne, et puis ensuite Louis Caput, hein, un agent qui s'appelle Roger Piel, et une marque, la marque Mercier. Quand vous pensez à Poulidor, vous pensez Mercier. Et il n'a jamais dérogé de cette dimension. Hein. Et finalement, c'est aussi, tu l'as dit Olivier tout à l'heure de manière très juste, Poulidor incarne aussi, alors tu l'as évoqué, hein, les marques c'était déjà dans les années 1920, puis les équipes nationales, et là dans les années 60, on est dans une vicissitude entre les équipes de marque et les équipes nationales, puisque effectivement, en 61, on passe aux équipes de marque, on revient en 67 à des équipes nationales pour repartir ensuite en 69 sur des équipes de marque, donc la marque est un élément fondamental. Et je dirais même que visuellement, il commence sa carrière avec le titre de champion de France. Et donc, il y a ce maillot bleu-blanc-rouge que vous voyez là. Hein. Alors, il a beaucoup signé d'autographes dans sa vie. Hein. En voilà une ici d'exemple. Un exemple ici qui met en scène cette vision bleu-blanc-rouge de Poulidor. Tout ça pour dire qu'il a aussi une dimension patriotique à laquelle il a sans doute participé, mais qu'on lui plaque également à cette époque. Hein. C'est-à-dire, ce patriotisme, c'est un patriotisme qui renvoie à sa manière de pédaler. C'est une manière de pédaler loyale, il respecte ses adversaires, morale, on pourrait dire, humaniste, vrai, et là je parle des comptes rendus qu'on peut faire dans la presse, et surtout saine. Il pédale sainement. À la différence d'Anquetil, hein, il n'est pas là pour fustiger les premiers contrôles antidopage qu'il va vivre. Lui se soumet au contrôle antidopage et il dit moi le dopage ça me fait peur. C'était pas le cas d'Anquetil. Donc il y avait Anquetil et Poulidor, c'était 2 dimensions complètement différentes de la vision du cyclisme. Et il me semble que tous ces attributs hein, là sont des attributs qui vont avoir tendance à susciter une forme de romantisme, disons-le tout net, sorte de lien avec le public qui est un lien transpolitique, même si le miroir du cyclisme en fait son héros. Mais il en fait son héros sans en rajouter sur la dimension communiste, si on peut dire, de Poulidor. Et pourtant, Poulidor a des sensibilités vis-à-vis du Parti communiste. Hein. Elles sont tout à fait nettes, même s'il ne se prononce pas vraiment là-dessus. Alors donc, il a su faire cette synthèse entre la droite et la gauche, et il me semble, et c'est là où je voudrais en venir à la dimension supplémentaire qui sera prise, hein, je regarde l'heure, la dimension supplémentaire qui sera prise à la fin de sa carrière. Si tu avances un tout petit peu, François, voilà, il me semble que ce qui va davantage construire cette situation de piédestal sur laquelle il va se situer, c'est ce que les journalistes vont mettre en place à partir des années 70, c'est-à-dire dans un second temps. Parce que l'éternel second, c'est pas tellement dans les années 60 qu'on l'a. C'est après sa carrière, ou enfin à la fin de sa carrière. C'est-à-dire 2 dimensions qui vont le caractériser plutôt après les années 70. Parce qu'il y a un temps pendant lequel Poulidor était un peu raillé par la presse.
dans une sorte de, dans la période des années 60, 65, 66, par là 65, 66, 68, de temps en temps, on se moquait un peu de lui dans la presse. Ce qui n'est plus du tout le cas à partir du moment où se produit deux choses. Donc, le mythe, les propos sur l'éternel second, quelque part, ça pourrait faire penser à un terme que je n'aime pas trop employer, qui s'appelle la résilience, en fait. Capable de dire que c'est pas grave s'il n'a pas remporté le Tour de France. Sa carrière a été belle et intéressante. Et la deuxième dimension, c'est la longévité. Ça, c'est très important. On pourrait revenir à Goethe, excusez-moi, lorsqu'il dit que le véritable génie, c'est de durer. Et c'est ce que dit Émile Besson, son fan numéro 1. Il dit « Anquetil a régné, Merckx a régné, Poulidor a duré ». Et durer, c'est aussi une manière d'exister. Donc le mythe se nourrit sur ces deux éléments qui se conjuguent au fil du temps. Et en fait, il y a deux moments cruciaux qui apparaissent, si tu avances un tout petit peu. En 1973, de sa carrière, enfin il est encore dans la carrière, en 1973, alors voilà, l'homme tranquille du cyclisme français, c'est ce que nous dit le miroir du cyclisme. En 1973, il est encore en carrière, sa carrière, je le rappelle, fin 77, il obtient la Légion d'honneur. Il est donc chevalier de la Légion d'honneur, il sera officier en 2003. Joseph Comiti, le secrétaire d'État chargé au sport, lui remet dans une sorte de fulgurance médiatique. Donc c'est un élément important. Et en fait, il reçoit la Légion d'honneur alors qu'il est toujours performant, tandis que Jacques Anquetil, en 69, a raccroché les roues, le vélo. Et d'une certaine façon, il va également susciter une forme d'irrationnel lorsqu'il y a une année qu'on pourrait étudier ensemble, peut-être, c'est l'année 1976. Parce que l'année 1976, c'est l'année d'une saturation des cocoricots. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 76? Je vous pose la question. Il y a au moins 4 événements. Je ne dis pas à mes collègues parce que... Ta naissance? Ah oui, non, mais ça c'est... Il y a la canicule? Ah oui, la sécheresse, oui. Non, moi je retiens 2 défilés sur les Champs-Élysées. La Saint-Étienne, qui a perdu la finale, mais qui défile parce que c'est une brillante défaite. Mais quelques jours plus tard, Éric Tabarly, qui a rapporté la Transat et qui défile aussi dans la liesse générale aux Champs-Élysées, Guy Dru, qui remporte la médaille d'or du 110 mètres haies aux Jeux de Montréal, et Raymond Poulidor, 40 ans, qui finit 3e du Tour de France. Vous allez me dire, c'est pas grave. Mais si, c'est important, parce que c'est Poupou. Voilà. Et c'est Poupou, et Poupou va vraiment mettre en scène cette dimension. Alors si tu avances un tout petit peu, et j'en aurai bientôt terminé, au fil... Non, attends, non. Et juste ça, au fil de la... Regardez, un peu comme toi, Karen, ce numéro de Miroir du cyclisme, c'est déjà un numéro de nostalgie avant même que Poulidor accroche. C'est-à-dire qu'on prépare une nostalgie du départ, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas de certains ici au niveau de certains sports pratiqués, mais pour lui, oui. Et ici, vous voyez, Raymond Poulidor est l'objet d'un numéro spécial de Miroir du cyclisme, où notamment on vous demande de savoir quels sont les grands événements qui vont vous marquer. Et on imagine que Poulidor remportant le Milan-San Remo, c'est un élément important. On continue. Et dans ce numéro-là, simplement, vous voyez, on vous parle déjà des souvenirs de Poulidor, c'est-à-dire la mise en scène du personnage encore actif qui raconte déjà ses souvenirs à Besson. On continue. Blondin, le grand. Alors Antoine Blondin, on peut pas le taxer de sympathie pour le communisme. Il était plutôt proche d'une droite dure. Et bien pourtant, il est passionné par Poulidor. Et regardez comme ils sont extrêmement proches. Les chroniques de Blondin, c'est 54-82. Il y a au moins 7 ou 8 chroniques directement traitant Poulidor. Et Poulidor et Blondin, c'est une histoire très forte. Et Blondin et Besson, c'est l'opposé au niveau politique. Et on continue encore. Poulidor a aussi raconté dans sa autobiographie un certain nombre d'éléments. Et justement, je vous ai mis cette phrase qui prête à confusion, qui laisse un peu évaporer sur les opinions politiques. Tout le monde lui demande, mais vous allez voter pour qui, Poupou? Alors il dit, on m'a demandé, c'est un peu indiscret, ce que je pense de la politique. Alors j'admire beaucoup le général de Gaulle en tant qu'homme, mais je conserve les opinions politiques de mes origines. Il y a encore trop de misère dans nos campagnes pour qu'il en soit autrement. Voilà, avec ça... Évidemment, vous avez tout ce qu'il faut. Ce que Blondin appelait la popularité, voilà, la popularité, eh bien, me semble-t-il, est quelque chose qui va confiner l'extravagance. Quand il arrête sa carrière sur un cyclocross en fin décembre 77, il va y avoir un deuil national.
Et c'est Poulidor qui calme les Français en disant, mais écoutez, je reste là, je suis pas mort. Vous voyez. Donc, si vous prenez les archives de l'INA et vous voyez cette effusion de passion pour Poulidor dans la France de Giscard d'Estaing, évidemment, ça montre qu'il y a une sorte de magnétisme extravagant que Poulidor a suscité pour la France. Voilà, merci. Merci. Alors, de Poupou et du reste, des autres coureurs et des étapes du Tour de France, que reste-t-il? Quel héritage possible? Michael? Ok, je vais pas dire merci à mes collègues, surtout à celui qui vient de parler. Je vais essayer de faire court, même si c'est pas dans mes habitudes. Effectivement, moi je vais essayer d'interroger cette épreuve, comme tu le disais tout à l'heure, François, la 3e épreuve mondiale, en termes de spectateurs, de téléspectateurs et de tout ce qu'on veut, au prisme en fait d'une notion, d'un concept, je sais pas trop bien comment appeler ça, qui est celui de l'héritage. Alors, il vous a pas échappé, notamment l'année dernière, à l'occasion des Jeux de 2024, c'est un mot qui est souvent revenu dans la bouche des organisateurs d'abord, des journalistes ensuite, puis finalement est devenu un mot de sens commun sans qu'on sache véritablement à quoi ça pouvait renvoyer. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des événements sportifs sont mis au défi de l'héritage. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, ça date depuis pas mal de temps, et on va voir que le Tour de France, en fait, est presque l'initiateur de cette idée de l'héritage d'un événement sportif. Alors, il se trouve que moi, je vais me contenter d'interroger ce qu'on appelle l'héritage social et culturel du Tour de France. Quasiment pas l'héritage économique. Il se trouve que Olivier l'a un petit peu évoqué, même si là aussi ça mériterait peut-être de creuser l'affaire, parce que cet héritage économique qui nous est vendu comme étant quasiment automatique, évident, devrait, à mon avis, être soumis à l'expertise de collègues économistes ou historiens de l'économie, parce que c'est pas si mécanique que ça. Bref. Parler d'héritage, finalement, ça conduit à se poser une question, à quoi servent les événements sportifs? Et du coup, dans le cas qui nous occupe, à quoi sert le Tour de France? François, s'il te plaît. Merci. Partons du début. Partons de 1903. Là, je vous ai reproduit la couverture du journal Loto du jour du premier départ du Tour de France de l'histoire. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, voire quasiment passionnant, c'est qu'évidemment, à l'époque, le terme d'héritage, on ne l'utilise pas, mais dans son premier éditorial, Henri Desgranges, le père du Tour de France moderne, qu'il intitule d'ailleurs « La semence », donc voilà, on voit bien qu'il y a une symbolique autour du mot de semence. Lorsque vous le lisez, mais vous n'arrivez pas à le lire parce que c'est écrit en petit, mais forcément c'est un piège. Et comme je suis sympathique, je vous ai reproduit dans le cadre à gauche, dans le premier cadre en haut à gauche, l'essentiel des propos d'Henri Desgranges. On le voit, l'idée du Tour de France et de ce nouvel événement, son objet, c'est bien de propager la bonne parole sportive, afin que chacun puisse s'engager à son tour dans une pratique cycliste, bonne pour le corps, bonne pour le moral, ferment de redressement national, dont le sport en général et le Tour de France en particulier est érigé en véritable modèle. Donc on a un certain nombre d'aspects qui sont évoqués, soulignés, la santé, la promotion de l'activité physique, le changement social, la formation morale, qui doivent constituer finalement les piliers de ce qu'on n'appelle pas encore un héritage, mais qui est complètement au cœur des problématiques actuelles. Là, on a quasiment une sorte de définition, de panégyrique de l'héritage social et culturel d'un événement sportif. L'événement servirait à propager et à dupliquer au sein de la population, en particulier la pratique cycliste, mais pas que. 3 semaines plus tard, c'est l'encadré en bas à gauche. 3 semaines plus tard, le Tour de France, évidemment, se termine. Et qu'est-ce qu'on a? Non, on voit que la conception, que l'ambition n'a pas changé, n'a pas évolué d'un iota. On voit bien que le père du Tour de France continue que son œuvre, son projet, qui est d'ailleurs un projet très coubertinien. Voilà, on sait bien que notre cher baron, par l'intermédiaire des Jeux Olympiques, finalement, a cette même vision, ce même projet de société. Cette conception-là n'a pas changé et le Tour de France, finalement, doit se situer dans la même perspective. François, s'il te plaît, merci.
Cette position, elle demeure pendant un certain nombre d'années, voire de décennies. On le voit notamment à l'occasion de l'édition de la relance du Tour de France en 1919, évidemment après le grand traumatisme de la Première Guerre mondiale, où le Tour de France est assimilé carrément, allons-y, il faut se faire plaisir, le Tour de France est une véritable croisade. D'accord ? Une croisade évidemment sportive, tout autant que politique, culturelle et sociale. Une croisade qui vise à convaincre les foules de l'intérêt de l'activité physique. Soyons lucides et engageons-nous de manière assez massive. Si on voulait être un peu synthétique, ce qui n'est pas trop dans nos habitudes, mais tentons le coup, 3 dimensions finalement s'érigent pour asseoir les effets du Tour de France. Les effets, c'est on est complètement en prise avec la question de l'héritage. Premier effet, promouvoir l'idéologie sportive. Autour de quoi ? Autour d'un socle de valeurs. On sait bien que le monde du sport est nourri, perfusé, imbibé de valeurs. Écoutez encore aujourd'hui les discours de nos chers et tendres hommes politiques, tout autant que nos chers et tendres présidents de fédération. Les valeurs sont de partout, tout le temps, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir lorsqu'on va interroger la véracité de l'héritage. Deuxième dimension, valoriser l'intérêt de la pratique. Il s'agit de créer une attention, mais également une attraction à l'égard de l'activité physique qui, à l'époque, disons-le, est limitée à quelques privilégiés, à quelques personnes issues des élites sociales. Et enfin, troisième dimension, créer les conditions d'une large adhésion, d'une large popularité plutôt. Et on l'a vu que Poupou, quelques années plus tard, finalement, en est à la fois le symptôme, mais aussi le stigmate. François, après tu verras, mais il y en a un petit peu moins. Donc face à cette caractérisation d'une épreuve qui finalement ne laisse pas trop de doute, excusez-moi, sur sa perspective. Il se trouve que moi aussi j'ai investigué les archives du miroir du cyclisme avec mes collègues. Alors Karen vous a un petit peu caractérisé ce support, ce corpus, mais je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel, qui n'a pas été trop mis en avant par Karen et par Yvan. C'est que Miroir du cyclisme, pour ceux qui ne connaissent pas ce support, ce magazine, c'est d'abord et avant tout un projet de développer un traitement alternatif de l'événement, quel qu'il soit. D'accord ? Que ce soit Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Milan-San Remo ou le Tour de France. Donc vraiment, on est vraiment sur cette logique alternative. Donc on pourrait penser que Miroir du cyclisme va se faire le promoteur, justement, dans la continuité d'Henri Desgranges, de ce type de perspective. On l'a vu, mes collègues l'ont évoqué ici ou là, la posture dénonciatrice est très présente au fil des pages. On peut dénoncer la commercialisation excessive du cyclisme, on peut dénoncer le poids des marques qui devrait imposer par évidence le retour aux équipes nationales. Là, c'est un des mantras pendant le tiers de siècle d'existence du Miroir du cyclisme, que de revenir justement aux équipes nationales. D'ailleurs, évidemment, les équipes nationales, ça renvoie à cette dimension patriotique qui est portée souvent par le sport en général et par le cyclisme en particulier. Dénonciation également du désintérêt de certaines éditions. Ils osent dire que le Tour de France, finalement, parfois, ça peut être un petit peu ennuyeux, pour ne pas dire plus et trop. Et également dénonciation, alors là, je dirais dénonciation à géométrie variable, parce que parfois, ça les arrange un petit peu, on va dire du dopage, ou de certains cas de dopage qui peuvent poser problème. Finalement, la ligne éditoriale semble s'inscrire dans le sillage des prises de position lors des premières éditions du Tour de France, pour faire de cet événement un événement qui doit dépasser ce qui se joue sur le bitume, finalement. Et Karen, je crois, l'a souligné tout à l'heure, on n'a pas trop d'éléments, finalement, sur le déroulement des étapes, sur l'enchaînement des victoires des uns et des autres. On a vraiment un traitement social de l'événement. Également, la référence à l'histoire de l'événement est très présente, et là aussi pourrait laisser penser un rappel des origines et donc de la légitimité des propos qui peuvent être développés. François, à toi de jouer.
Donc, finalement, interroger la capacité du miroir du cyclisme à prendre de la distance avec le déroulement sportif, c'est en quelque sorte mettre à l'épreuve les grands principes qui portent une entreprise éditoriale incontestablement ambitieuse, j'allais presque dire inédite, quoi. Et d'ailleurs, la reparition du miroir du cyclisme, on l'a pas dit, qui date de quelques semaines, s'inscrit aussi dans cette perspective parce que on est à la fois dans une dimension et dans une analyse historique, mais qui prend place aujourd'hui puisque le miroir du cyclisme renaît de ses cendres depuis quelques semaines. Bref. À cet égard, donc, au regard de cette tension entre cette ligne éditoriale originale et la manière de le traiter, en fait, il ne fait pas de doute que ce titre est à la fois nourri de mythes, tout autant que producteur de mythes, en fait. Le Tour de France, finalement, semble se limiter à un événement mondial constitué d'exploits, de champions, on l'a vu, de rebondissements empreints de superlatifs. Alors, les superlatifs, on en est nourri, parfois, ça donne le tourbillon. Et en définitive, cette lecture donne à penser que l'épreuve est saisie dans l'instant, mais rarement pensée comme un élément structurant d'une réflexion à long terme autour, par exemple, du déploiement de la pratique cycliste ou de l'exemplarité de ses représentants. C'est comme si l'événement, et donc le Tour de France, emportait tout sur son passage, brouillait une clairvoyance annoncée régulièrement par les rédacteurs, et que seule finalement une forme de transcendance pouvait sortir de l'événement. On a beaucoup de difficultés, mais les rédacteurs ont beaucoup de difficultés à faire un pas de côté autour de ce qu'est le Tour de France et de ce qu'il peut représenter. On en reste finalement à sa dimension spectaculaire, à son écume, sans véritablement aller à remettre fondamentalement ses fondements, en fait, les fondements du cyclisme moderne. Par exemple, lorsque François Terbine, je ne sais pas comment on dit, publie un long article d'une 20aine de pages, vous le voyez, qui s'intitule « L'histoire du Tour ». Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que contiennent cette 20aine de pages? Il énumère les grandes épopées sportives, les petits désagréments, le génie des organisateurs. Alors évidemment, pour un rédacteur avec une sensibilité communiste, ça peut parfois être déstabilisant, mais sans jamais mentionner un sujet, encore une fois, autour des effets de l'événement. C'est comme si c'était un non-sujet, alors que c'est dans l'ADN même de cet événement. Quand le Tour de France nous est compté, l'article en bas à gauche, seule là aussi la dimension sportive spectaculaire et en quelque sorte finalement essentialiste est retenue. On voit bien qu'il y a une forme d'essentialisation à la fois du Tour de France et du sport qui ressort de la lecture du miroir du cyclisme, qui encore une fois évidemment construit des mythes ou construit le mythe du Tour de France en mettant en scène les affrontements, en magnifiant le parcours. On l'a vu tout à l'heure avec Olivier. Donc on voit que même avant Franck Ferrand, il y avait ce genre de posture qui était présente, et en soulignant finalement les efforts démesurés des sportifs, tout en limitant l'événement au seul spectacle, finalement, au seul divertissement. Pourtant, encore une fois, les postures dénonciatrices sont présentes, je le disais tout à l'heure, autour du sport commercialisé ou autour d'un certain nombre d'excès. Finalement, miroir des sports, pas du tout, miroir du cyclisme est très riche en injonctions qui sont vraiment très très présentes, mais encore une fois, le propos derrière ces injonctions ne remet pas finalement fondamentalement en cause le Tour de France. On y est presque. Donc finalement, ça amène à se poser une question, est-ce que c'est pas ça qui ferait la force de cette épreuve, la force de cet événement, Finalement, c'est difficile d'aller au-delà de ce qui existe, au-delà de ce qu'on constate, et d'en repenser la nature véritable, en fait. Et finalement, expliquant que au-delà de l'héritage, un certain nombre de réticences sont présentes pour inclure un certain nombre de thématiques. Ce qui m'amène à la dernière diapositive, ça va les rassurer. Donc, finalement, est-ce que l'héritage est totalement absent? Alors, effectivement, ici ou là, on peut trouver quelques bribes. Je vous ai mis le dessin de Pelosse qui, on le voit, un champion donne le biberon à un futur champion.
Mais on voit bien que finalement, l'héritage qui est pensé, je ne sais pas si c'est implicite ou explicite chez Pelos, vise finalement seulement à perpétuer un modèle de compétition assez classique, en fait, assez chimérique à destination des jeunes générations. Hein. On le voit, encore une fois, c'est quand même assez surprenant parce qu'on est face à des rédacteurs qui sont souvent, enfin, qui d'ailleurs mettent ça en avant et qui sont portés par les idéaux du Front populaire, hein, pour certains qui ont été même acteurs à ce moment-là. Hein. Mais ces idéaux du Front populaire, finalement, ont disparu un petit peu comme par magie lorsqu'ils portent leur regard sur un événement encore qui dépasse tout et qui est rarement passé comme un véritable levier de développement. Hein. Vous le voyez, le Tour de l'escalade, hein, c'est un article qui présente un petit peu l'édition de 1973. Hein. On a une opération sport jeunesse. Donc moi, quand j'ai vu ça, mais c'est encadré, je me suis dit, chouette, ça peut être intéressant parce que là, on a un petit indice, hein, qui pourrait relever de l'héritage. Mais patatras, en fait, l'opération sport jeunesse, évidemment, c'est une opération politique, hein, de la part du secrétariat d'État au sport et à la jeunesse. Et finalement, miroir du cyclisme n'en dit pas grand-chose. Le seul élément que j'ai trouvé véritablement, hein, c'est l'éditorial de novembre 1988 de Maurice Vidal, hein, qui s'intitule « Et si on parlait de révolution ?» Ah, intéressant. On est en 1988. Dans lequel il fait le constat argumenté des difficultés du cyclisme à intégrer les standards de la modernité. Et qui, dans sa conclusion, s'interroge, vous le voyez, sur la place du sport dans une société moderne. Là, on aurait pu penser que Maurice Vidal développerait une vision, une conception un petit peu nouvelle et un petit peu ambitieuse. Et finalement, en même temps, lorsqu'on creuse et lorsqu'on voit ce que ça donne, finalement, le cyclisme continue à n'exister que par le haut niveau, hein, sans qu'un réel projet social de développement ne soit envisagé. Encore une fois, on retrouve cette essentialisation. C'est un petit peu comme si le Tour de France avait par nature une utilité qui ne mériterait pas d'être questionnée, une utilité de sens commun, et qui donnerait finalement un sens à l'événement. Encore une fois, je le dis et je le répète, hein, on retrouve une sorte d'essentialisation de ce grand machin, si je reprends, hein, l'expression qui est utilisée par un article publié en 1974, et qui finalement empêche le débat sur ce que pourrait devenir cette épreuve. Hein. Donc on le voit, pour terminer, pour conclure un petit peu mon propos, hein, l'attention portée à l'héritage, finalement, ne doit pas se limiter uniquement à une posture critique, comme parfois on peut le voir, ou parfois on peut nous accuser. Hein. À titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur les événements sportifs, et on m'a souvent accusé d'être un traître à la cause sportive. Hein. Non, c'est plutôt une démarche qui vise finalement à repenser le sport et ses événements, à dépasser encore une fois les valeurs qui leur sont associées. Et finalement, l'expérience du miroir du cyclisme permet de cerner les résistances à cette remise en question et à une sorte de remise en cause. Le Tour de France témoigne à la fois des difficultés de convertir de grands principes, de grands idéaux en réalité, et je crois que là, ça saute aux yeux, mais aussi de l'impérieuse nécessité de s'atteler à relever les défis de l'héritage qui doivent amener inévitablement, et on le voit aujourd'hui, hein, à repenser ce que sont les événements, à repenser leur organisation pour inventer un nouveau modèle de développement. Merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes, 17 minutes exactement pour les questions et quelques réponses. Avant cela, alors surtout, nous avons des hôtes et hôtesses qui seront là pour passer le micro parce que nous sommes enregistrés. Avant cela, je précise juste que l'exemplaire, que le dernier numéro du Miroir du cyclisme, donc la republication, n'est peut-être plus disponible en kiosque, mais il l'est de toute façon en ligne sur le site de la rédaction de l'Humanité, puisque c'est la rédaction de l'Humanité qui porte ce projet auquel a participé très activement ma voisine. Voilà. Première question, Madame. Oui, j'aurais voulu vous entendre sur la symbolique de la dernière étape qui semble incontournable et qui nous amène inexorablement de Versailles à Paris et qui inclut maintenant la butte Montmartre. Donc je pense que là, il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Est-ce que vous pourriez nous proposer une lecture politique de cette dernière étape ?
Ça fait Air France. Oui. Alors, je crois que c'est à l'exception d'une édition du Tour, mais c'était à cause des Jeux Olympiques et on n'a pas pu terminer à Paris. Mais effectivement, le Tour de France, se termine toujours dans la capitale. Ça, c'est, j'allais dire, un trait récurrent depuis sa fondation. Après, la dernière étape, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien dans le sens où les Jeux sont faits, dans le sens où, sauf en 89, effectivement, avec... pardon ? En 47 aussi, oui. Mais enfin, bon, j'allais dire, si on... Bon, elle sert... Question suivante. Non, pas du tout, mais j'assume mon incompétence. Non, mais généralement, cette dernière étape, je vais le dire comme ça, ne sert pas à grand-chose dans le sens où le classement, vous voyez comment on rebondit, hein. J'aurais dû faire de la politique. Alors, donc, sportivement, elle n'a pas d'intérêt. Après, c'est ce que vous dites, symboliquement, elle a un intérêt énorme, c'est-à-dire que malgré la décentralisation, malgré la veine régionaliste, malgré le folklore, Paris demeure l'épicentre effectivement du Tour puisqu'il se termine là. Et puis il y a les Champs-Élysées. Enfin là aussi il y a des tas d'articles qui ont été écrits sur ça. Et on a vu cette année le passage par les monuments. Alors Montmartre effectivement, mais il y a toujours et quand on filme effectivement cette dernière étape, on s'arrête. Vous avez vu, France Télévisions fait toujours un focus sur le Louvre, l'Arc de Triomphe, l'Orangerie, la statue de Jeanne d'Arc, peut-être pas, enfin je sais pas. Si, quand même, Franck Ferrand l'a fait. Bon, bah voilà, très bien. Donc voilà, il y a toujours ce message politique qui est bien évidemment renvoyé. Vas-y. Message politique renvoyé à tous les niveaux. On arrive à Paris sans jamais passer par le 93. Qui dit aussi beaucoup sur la France imaginée, symbolisée, extrapolée, si je puis dire. Et pas que le 93, effectivement, les zones périphériques ou périurbaines des grandes métropoles. Tu l'as dit tout à l'heure, on filme les cathédrales, les églises, les châteaux et tout ce qui est très beau et très symbolique au niveau architectural. On filme beaucoup moins les périphéries. Alors que parfois, ils y passent quand même. Hein. Et au moment où ils y passent, on parle d'autre chose, on renvoie à d'autres questions. Monsieur. Fais passer un micro. Merci. Oui, moi, je ne suis pas de la France périphérique, je suis de la France du milieu, puisque je suis originaire de la région de Montluçon. Poulidor, évidemment, c'est un voisin. Ma mère était creusoise, comme Poulidor. Et c'est la France rouge aussi, hein, cette France qui vote à gauche depuis 1849. Et il y a un coureur dont je voudrais dire quelques mots, parce que si le Tour de France a créé des mythes, il a créé aussi des contes de fées. Et moi, j'ai vécu un conte de fées en 1956, j'avais 13 ans. C'est la victoire au Tour de France de Roger Valkoviak, qui est un des deux seuls vainqueurs du Tour de France n'appartenant pas à une équipe nationale, puisqu'il appartenait à une équipe régionale. Et évidemment, c'est une victoire à laquelle on ne croyait pas, parce qu'on se disait c'est pas possible. On attendait que les grandes vedettes, Kers, etc. Enfin bref. Et Valkoviak a gagné ce Tour de France. Il est un peu oublié aujourd'hui. Il y a plein de copains qui me disent oh ouais, mais il était drogué. Ben, j'ai dit non, sûrement pas, parce que tous ceux de son époque qui couraient, ils sont tous disparus. Mais lui, c'était il y a quelques années, parce qu'il est mort il y a que quelques années, le plus ancien survivant des vainqueurs du Tour de France. Et Roger Valkoviak aussi, il est un peu oublié parce que il a eu des problèmes de santé, donc sa carrière a été brève, à tel point qu'il a été obligé de renoncer. À l'époque, on ne gagnait pas grand-chose, hein. Surtout les vainqueurs, ils distribuaient ce qu'ils avaient gagné à leurs équipiers. Et il avait fait de mauvaises affaires en tenant un bistrot station d'essence. Il était reparti travailler dans les usines de Lorraine. Il s'était resyndiqué à la CGT d'ailleurs, parce que c'était un homme de gauche, comme la région, disons, un peu. Et à tel point, une anecdote, mais je crois qu'elle est vraie, il y a longtemps que je la connais. Le championnat de France s'est déroulé à Montluçon quelques années après.
Et on avait invité, bien sûr, Valkoviak dans la tribune officielle. Il a refusé d'y aller. Il a dit non, moi je reste avec mes copains. Il s'est foutu dans la tribune populaire avec les ouvriers de Saint-Jacques, son ancienne usine. Donc je pense que Valkoviak, c'est aussi quelque chose qui interpelle le Tour de France. Hein. Pour le 50e anniversaire de sa victoire, j'avais envoyé un article à l'Histoire qui malheureusement n'a pas voulu le publier, s'est contenté de le mettre sur son site internet, je crois. Et je trouve que c'était intéressant aussi sur le plan de l'histoire, parce que c'est un des derniers Tours de France avec des équipes nationales ou régionales. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est aussi une certaine idée de la France. Alors, je veux dire, c'est avant les grands tours commerciaux qu'on a connus depuis. Et malheureusement, il est un peu oublié, ce Tour de France, et Roger Valkoviak aussi. Je crois que vous avez raison, monsieur, d'évoquer le fait qu'on n'a pas parlé, qu'il y a aussi des équipes régionales. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre sujet, là, sur la France, il y a cette dimension qui est un peu c'est presque un peu de la deuxième division. C'est pour ça que la victoire de Valkoviak est d'autant plus glorieuse, parce qu'il vient d'équipes qui sont finalement secondes par rapport à l'équipe de France, hein, les équipes par région. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et ce que je voulais dire aussi, pour aussi dire un mot par rapport à ce que disait Michael, cette partie non visible, hein, dans le cyclisme, qui est il y a très peu de coureurs issus des migrations, il y a très peu de territoires périphériques qui sont parcourus. Et l'année dernière, je crois que c'est gagné le maillot vert. Hein, quand un Noir remporte une étape, c'est devenu un événement. Voilà. Donc il y a effectivement cette impensée d'une France qui est pas très ouverte, malgré cette popularité du cyclisme à cette dimension-là. Voilà, oui, on a parlé de la France rurale. Mais même si Valkoviak est issu des migrations, d'une certaine façon. Oui, mais moi, à l'époque, j'avais 13 ans. Pour moi, c'était un Bourbonnais, un Valco. On disait Valco, on se rendait pas compte qu'il était d'origine polonaise, puisque son père était venu travailler dans les mines, puisque c'est une région industrielle. Et c'est un exemple du prolétariat, des victoires du prolétariat. Et c'est un encouragement aussi pour le peuple d'en bas, qui montre que quand on veut, on peut gagner aussi. Autre question ou remarque? Merci. Merci. Oui, non, moi, c'est bien une question. Juste pour dire que on voit depuis quelques années, en termes d'hystérie, si je puis dire, autour des étapes de montagne, avec des virages bardés, des virages ceci. Quelle image il y avait au XXe siècle par rapport à soit des fan clubs, soit à des manifestations au sens hystérique autour des étapes du Tour de France? Bon, question qui pose problème. Non, mais je crois que c'est un sujet extrêmement intéressant de montrer le côté parfois irrationnel qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a le fameux tournant des Hollandais, hein, dans l'Alpe d'Huez. Ça, c'est un vrai patrimoine. Hein. Comment est-ce que là, on a donné un nom à un tournant parce que les Néerlandais se rendent là régulièrement. Bon, là, ça, c'est ces dernières années. Et il me semble que l'engouement, c'est difficile à mesurer en tant qu'historien. Hein. Je pense que là, on travaille un peu c'est d'arriver à environner la dimension. Alors, l'engouement, c'est quoi? C'est la caravane du Tour de France avec Yvette Horner et son accordéon. C'est les séances de dédicaces que chacun va développer. C'est tout un ensemble de comportements. C'est cette ce que je sais sur Poulidor, par exemple, je pense que c'est pour d'autres. Hein, c'est aussi le fait de toucher, de pouvoir toucher à un moment donné. Il y a une sorte de thaumaturgie, on pourrait dire, hein, autour de ça. Voilà. Donc, il y aurait effectivement un vrai sujet à développer. Je ne suis pas capable de le faire là, mais peut-être... Moi, je suis pas capable non plus, mais je vais quand même répondre. Le Tour de France, c'est un spectacle qui est gratuit, c'est-à-dire accessible à tous. Ça, c'est déjà ce qui le différencie des autres grandes compétitions où on paye pour aller au stade. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se placer sur le tracé et puis assister à l'épreuve. Si vous avez déjà... assister au passage du Tour, ça va très très vite. Ça va très très vite. On attend 3 plombes, on voit passer la caravane, ça dure un certain temps. Le peloton, alors quand c'est une étape de ligne, voilà, ça passe en 40 secondes et après c'est terminé. Et la deuxième chose, et après Michael complétera, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde effectivement ces gens qui se pressent, notamment dans les étapes de montagne avec
les motards de la gendarmerie qui essaient d'ouvrir un peu pour éviter que les coureurs soient en difficulté, c'est que les gens se mettent en scène. Les gens se mettent en scène. Et on a, alors il faudrait s'amuser à ça, s'amuser, mais regardez par exemple les drapeaux des équipes nationales, drapeaux des régions, les Basques par exemple. Je suis frappé de voir les communautés ou les groupes de Basques afficher leurs drapeaux. Et après, il y a tout un ensemble mais c'est la mise en scène de soi, hein, de messages personnels des gens qui, effectivement, savent qu'ils vont être filmés, savent qu'ils vont passer à la télé. Et comme vous dites, il y a une sorte d'hystérisation des foules, mais qu'on rencontre dans d'autres types de spectacles sportifs. Mais là, on sait qu'on va être vu. Et on essaie de se mettre en scène. Avec, il y a par exemple des gens qui se déguisent, qui se costument. Alors quelquefois, ils se costument pas du tout, ils sont tout nus. Hein, mais bon, on est chargé de... France Télévisions ne doit pas les filmer. Regardez aussi, par exemple, ce qui est peint sur les messages. Tous les messages politiques, hein, on parlait du 9-3 et puis de l'invisibilisation. Vous savez que dans la caravane, il y a des gens qui sont chargés d'invisibiliser les messages juste avant le passage. On met des grands coups de... Hein, il y a un gars qui, effectivement, je ne vais pas le dire ici, parce que voilà, mais qui est chargé d'effacer les dessins obscènes, etc. Donc c'est aussi une façon de montrer quelque chose à titre individuel, quand on appartient à une communauté, quand on appartient à un groupe. Et c'est ça qui explique aussi le succès du Tour et son engouement, je pense, aussi. Deux mots pour ajouter, pour avoir pas mal travaillé sur l'entre-deux-guerres, c'est quand même un phénomène qu'on voit assez tôt dès l'entre-deux-guerres en fait. C'est-à-dire que la presse relate souvent les premières grandes migrations estivales sur les routes du Tour de France, l'enthousiasme du public. Il y a même certains qui en appellent au calme. Moi, j'ai lu des articles autour des années 24-25, c'est pas un hasard, hein. Albert Londres, 1924, je crois, les forçats de la route, qui aussi démultiplie cet enthousiasme. Donc en fait, cette mythologie, je pense qu'elle naît véritablement dans l'entre-deux-guerres, cette passion collective, parce que je pense qu'on peut parler de véritable passion collective, elle naît à ce moment-là, et certains coureurs font quand même l'objet d'une attraction assez forte dès les années 20. Alors évidemment, pas en se mettant en scène personnellement à moitié à poil, mais comme tu dis, mais comme aujourd'hui, mais il y a déjà des panneaux, des affiches, des choses qui se passent et qui témoignent de cet intérêt public à très grande échelle, dont on a finalement peu d'éléments comparables à la même époque, mais quand même. Et je crois que c'est ça qui est frappant et marquant avec le Tour de France. C'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire qui est inédit, mais qui est pas loin d'être inédit en fait. En tout cas, on est limite, c'est-à-dire qu'on arrive pour dire à monsieur, c'est que cette hystérie, elle est à la fois totalement désordonnée, parce que le spectacle est gratuit, et finalement au départ, il n'y a pas grande canalisation des personnes, et ça reste encore le cas aujourd'hui, à une époque où tout est sécurisé, ça reste un espace où d'une certaine manière, ce côté très bordélique, hein, on pourrait dire, arrive à un point limite. Alors des fois, ça déborde, mais pas tant que ça en fait. Hein, il arrive que des fois un coureur soit poussé, mais c'est rare en fait. Donc il y a une sorte d'autorégulation qui peut apparaître surprenante aujourd'hui où on sécurise tout. Hein, tu en sais quelque chose dans les stades de foot, etc. Le terrain du Tour de France reste un espace de limite, hein, en termes de possibilité d'exprimer une sorte de passion, parce qu'on est au plus près des coureurs. Enfin, il n'y a pas d'autre sport qui permet cette proximité. Hein. Et dès le départ, comme tu dis, Michael. Bien, on va terminer là-dessus en vous remerciant de votre attention. Il y a une dernière question, semble-t-il. Ça permettra de rajeunir quelque peu l'attention. J'avais une question à propos du Tour de France Femmes et de l'appellation, en fait, le fait qu'on ait rajouté Tour de France Femmes, et aussi s'interroger sur pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans les précédentes éditions, pourquoi est-ce qu'on a arrêté, ça a été de façon sporadique. Est-ce que c'est parce qu'on avait un problème d'imaginaire, justement, à générer autour de cette compétition féminine? Je vais essayer de répondre très rapidement à cette question. Il y a bien sûr une question d'imaginaire et d'imaginaire incarné. La difficulté d'incarner le spectacle sportif lorsqu'il n'y a pas encore d'athlètes visibles ou reconnus, c'est évident. Là, le fait que Pauline Ferrand-Prévot, autre sportive, puisse s'incarner,
ça a pu marquer un tournant. L'autre problème, c'est la médiatisation, évidemment. Avec une médiatisation bien moindre, on ne suit pas les étapes dans leur quasi-intégralité sur France Télévisions, mais juste l'arrivée, quoi, la demi-heure ou l'heure avant l'arrivée. Troisième question qui se pose, c'est la programmation. Soit en parallèle, soit juste après le tour masculin, lorsque peut-être que l'attention du grand public n'est plus là. Et en tout cas, on n'en rajoute pas, ça a l'air d'être un petit peu un succès d'année du tour masculin. Et puis la dernière chose, c'est certainement quand même aussi le temps qui est laissé à ces femmes, à ces coureuses, pour finalement ne pas faire un Tour de France, mais une virée en France, avec des étapes qui sont très limitées et qui ressemblent vraiment à un semblant de Tour de France. Si je peux me permettre, j'ajouterai quand même un autre élément qui me paraît, alors qui relève des imaginaires, mais pas que, mais qui est quand même peut-être encore plus récurrent, c'est le problème du vélo et de la femme. Déjà, le Tour de France, pour les femmes, j'aime pas dire le Tour de France féminin, mais le Tour de France pour les femmes, on l'a depuis le début des années 80. On a oublié que Jeannie Longo, quand même, l'a gagné quelques fois. Enfin, c'est pas rien, ouais. Mais au-delà, il faut quand même jamais oublier que dès l'entre-deux-guerres, les femmes qui tentaient de vouloir faire du vélo, elles étaient quand même stigmatisées au plan social. Hein. Je ne compte plus le nombre d'articles où j'ai lu que une femme à vélo, c'était une femme qui simulait une relation sexuelle quand même. Donc ces imaginaires-là, hérités de l'entre-deux-guerres, je suis pas certain, quand j'entends certains commentaires et surtout certains commentateurs, qu'il est totalement disparu en fait. Et je vous renvoie à la polémique dans les années 80 entre Marc Magnot et Jeannie Longo, dont le dernier miroir du cyclisme revient dans l'un de ses articles, hein, que j'ai lu avec attention, et qui est très significatif en fait, justement, d'un rapport, je vais dire complexe, à l'égard d'un sport qui présente certaines particularités et dont certains commentateurs tentent peut-être à extrapoler les conséquences. On va le dire comme ça. Et les commentaires du Tour de France par les femmes sont quand même de très bonne qualité par rapport à ce qu'on peut entendre de la bouche d'un... Bon, on clôturera ici. Voilà, merci.